Bonjour André, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir d'être là encore cette année. Il y a tant de choses à dire au sujet du secteur de la santé aujourd'hui. J'aimerais connaître votre avis sur quelques sujets auxquels je pense beaucoup ces derniers temps. Le système aujourd'hui est vraiment en crise. C'est une crise d'accès. On a de la très bonne médecine, du très bon personnel, mais l'accès est problématique. Aux soins primaires, soins à longue durée, chirurgie, soins à domicile, les fichiers électroniques, tout. On a des problèmes profonds d'accès. Parfait, très bien. J'aimerais prendre quelques instants pour connaître votre opinion sur l'état actuel, comme vous venez de l'énumérer. Quels sont les plus grands défis à surmonter actuellement? Oui, je pense que je reviens accès, mais il y a beaucoup de répercussions de ça. On doit être certain. Je pense que le problème numéro un, c'est que tous les Canadiens n'ont pas l'accès aux soins primaires. Si la fondation de la maison est instable, tout le système est instable, et c'est ça qu'on voit dans la vie quotidienne du système. Puisque nous faisons face à plusieurs difficultés politiques et économiques en ce temps-ci, comme un nouveau leadership au Canada depuis quelques heures à peine, des tarifs douaniers, une guerre commerciale avec les États-Unis, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, comment pouvons-nous maintenir nos valeurs fondamentales dans le système de santé canadien tout en nous adaptant aux pressions mondiales? Comment on navigue là-dedans? Bien, on voit que le Canada est vraiment sous attaque de notre ancien ami, les États-Unis. Alors, je pense que le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'on voit beaucoup de patriotisme. Les gens s'intéressent finalement aux choses canadiennes. Alors, le système de santé, c'est quelque chose qui nous distingue de tous les pays au monde et surtout des États-Unis. Alors, pour moi, c'est une opportunité inusitée de dire qu'est-ce qu'on va faire avec notre système de santé publique, notre fameux Medicare, un système qui existe depuis les années 50, 60, qui n'a pas bien vieilli, qui a besoin d'être modernisé. Où est-ce qu'on devrait mettre notre patriotisme? Pour moi, c'est de défendre et d'améliorer ces programmes qui sont vraiment canadiens à notre cœur et dire on va continuer à se distinguer. On ne va pas être le 51e État, on va être le Canada. Et une des choses qui nous distingue, c'est le Medicare. OK. Au sein du Canada, parlons-en. Comment les provinces et les territoires peuvent-ils mieux collaborer ensemble pour créer un écosystème de santé plus unifié? C'est pas toujours évident au Canada de faire ça. Bien, moi, j'aime me dire à répétition qu'il n'y a aucun obstacle constitutionnel à la coopération. C'est ça qu'on a besoin. On ne va pas changer notre système. On ne va pas changer la Constitution. Elle existe depuis 1867. C'est un domaine provincial. Le fédéral a un rôle important. Mais on peut s'asseoir et on peut créer une semblance d'un système national. Pas fédéral, pas strictement provincial et territorial, mais national. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. On a besoin d'apprendre entre nous. Ça devrait être un modèle où on se compare. Comment est-ce que l'Ontario se compare au Québec? Comment est-ce que le Québec se compare à l'Alberta dans n'importe quel domaine, soins primaires, soins à longue durée? Et on devrait apprendre d'un domaine à d'un... Et changer les meilleures pratiques un peu. Voilà, on devrait adopter les meilleures pratiques, mais on pratique en isolement. Le Québec n'a aucune idée de ce qui se passe en Alberta et vice-versa. Et c'est pas bon pour le Canada. C'est un gaspillage qu'on n'apprend pas d'une juridiction à l'autre. Selon vous, André, comment les prestations de soins de santé et l'innovation du secteur privé peuvent-elles mieux travailler ensemble? Je pense qu'on devrait arrêter d'être ennemis. Le public et le privé devraient travailler ensemble. Il y a un rôle pour dans tous les domaines, pour le privé et pour le public. Au Canada, on peut arrêter n'importe quel débat seulement en disant le mot privé. C'est comme un poison. Et c'est pas logique. Tous les systèmes au monde ont une mixité de public et privé. Nous, on a besoin de discuter, une conversation adulte. C'est quoi le rôle du privé? C'est quoi le rôle du public? Moi, je pense que la plus grande question politique en santé, c'est de nous demander quelles sont les limites du système public. Parce qu'il y a des limites. On ne peut pas tout faire. Alors, une fois qu'on discute les limites, voilà le rôle du privé. Et on n'a jamais ce débat. On fait semblant qu'il n'existe pas, mais il existe. Très bien. Nous accueillons aujourd'hui un public composé de toutes les sphères de notre écosystème de santé. Selon vous,
quelle est la première chose que tous les leaders du domaine de la santé devraient commencer à faire aujourd'hui pour améliorer la qualité des soins de santé au Canada? Mais le premier, c'est de faire comme aujourd'hui. Tout le monde s'asseoir ensemble et écouter. Normalement, on ne se parle pas. Le privé ne parle pas au public, le soin primaire ne parle pas aux soins à longue durée. Alors, on doit se mettre ensemble parce que tous nos problèmes, ils ont une base commune. Alors, on doit travailler ensemble. L'autre chose, je pense, qui est important, c'est que les leaders devraient nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour changer. Moi, je vois toujours le monde, tout le monde a des bonnes idées pour la réforme, mais c'est toujours tout le monde d'autre qui devrait changer, pas nous. Alors moi, en tant que journaliste maintenant, quand je parle à des organisations, des compagnies, des individus, je leur demande toujours la même question maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Et si on fait toujours tout un petit changement, on met un peu d'eau dans notre vin, c'est ça qui va rendre la réforme beaucoup plus facile. On doit arrêter de juste dire tout le monde d'autre doit changer. Nous, ça va bien, parce que ça ne va pas bien pour personne. Il faut rester pragmatique dans l'approche. Absolument, on doit être pragmatique. C'est un système pour tout le monde. C'est un système mixte. C'est un système qui ne devrait pas être politisé. Ce n'est pas un système libéral, conservateur, néo-démocrate. C'est un système canadien. Et tous les partis devraient travailler ensemble pour l'améliorer. Très bien. Que pensez-vous que les patients peuvent faire pour améliorer le système de santé? Parce qu'on parle souvent des gens alentours, mais les patients, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider le truc? Pour moi, les patients, les Canadiens en général, sont leur pire ennemi. On est beaucoup trop tolérants de la médiocrité du système. Alors pour moi, je dis aux patients, soyez moins tolérants. Soyez moins tolérants des attentes, moins tolérants de la médiocrité, moins tolérants des excuses politiques. On devrait, comme individu, vraiment demander un meilleur système. On dépense beaucoup d'argent sur notre système de santé. 42 % de toutes les dépenses publiques vont en santé. On devrait avoir un beaucoup meilleur système pour ce prix. Allons parler un peu de technologie. Nous assistons à une croissance des outils numériques importants au Canada. Voyez-vous des obstacles organisationnels à leur adoption généralisée dans le système de soins de santé? Moi, je pense que le plus grand obstacle est culturel. Le Canada n'a jamais été vite à adopter des technologies. On utilise encore aujourd'hui le télécopieur, le fameux fax. Ça, c'est une technologie qui a été inventée en 1843. Aujourd'hui, en 2025, c'est encore la principale façon de communication de notre système, c'est le fax. Ça n'a aucune allure. Il y a 175 ans qu'on utilise cette technologie et on le fait dans l'âge de l'IA. Alors, on doit vraiment changer notre culture. On doit dire, on veut les nouvelles technologies. On n'a pas peur d'avoir des faillites de temps en temps, mais on veut changer. Parlons justement de l'intelligence artificielle. Comment l'IA peut-elle être intégrée dans un système de santé qui utilise encore le fax, malheureusement? Bien, je pense que le public va vraiment insister sur ça. Les derniers chiffres que j'ai vus, je pense que c'est 400 millions de personnes ont déjà ChatGPT sur leur téléphone. Les gens ne peuvent plus tolérer que... Moi, j'ai appelé mon docteur récemment, puis le message était « si vous voulez me contacter, envoyez un fax ». C'est quoi un fax? Les gens n'ont pas ça à la maison, ils ont des téléphones. Alors, je pense que le public doit vraiment insister que le système soit modernisé et une personne à la fois, une institution à la fois. On a des très bons systèmes électroniques, mais ils ne se parlent pas. Alors, pour moi, ça, c'est la grande question, l'interopérabilité entre systèmes. Tout le monde connaît University Avenue sur Toronto. Il y a 5 hôpitaux. Les journalistes, nous, on appelle ça Pill Hill. Sont tous ensemble. Mais même ces hôpitaux-là ne peuvent pas se parler. C'est beaucoup plus facile si Mount Sinai veut parler à Sick Kids. Ils sont face à face. C'est plus facile de marcher avec un morceau de papier, le donner à un docteur, que le faire électroniquement. Ça n'a aucune allure. Parlez-nous d'une technologie intéressante qui peut être utilisée dans le secteur de la santé. Qu'est-ce qui vous enthousiasme à propos des nouvelles technologies dans le créneau? Moi, j'ai été très excité par AI Scribe, que j'ai vu en action, et c'était vraiment comme presque magique. Qu'est-ce qui m'a vraiment frappé, c'est le docteur parlait au patient, il le regardait dans les yeux au lieu de taper sur un clavier. Ça permet vraiment le changement de pratique, une pratique beaucoup plus personnelle. Et pour moi, ça, c'est ce qui m'excite sur la technologie, c'est
les professionnels de la santé vont avoir plus de temps pour donner les soins vraiment personnels. C'est la technologie qui permet au docteur d'avoir une conversation avec son patient, puis c'est transcrit directement dans le dossier médical du patient, oui. Au lieu que le docteur prenne le temps de rédiger sa note après la rencontre, c'est ça? Exactement. Et c'est très bien fait. J'ai fait quelques pratiques avec, c'est très intéressant. Et ça sauve beaucoup de temps. Nos professionnels de soins primaires passent la plupart de leur temps à faire de la paperasse. Il y a eu une étude récemment qui a démontré que pour chaque heure qu'un docteur passe avec un patient, il passe 2 heures à son clavier, à son ordi. Ça, c'est un gaspillage de temps. Si on peut sauver, ça sauve quoi, 12 heures, 18 heures des fois par semaine pour un docteur, ça, c'est vraiment important. Ça va améliorer les soins aux patients. Puis ça va permettre de voir plus de patients pour le même docteur. Plus de patients, meilleure qualité de vie pour le docteur. Il n'y a que des bonnes choses. Comment la technologie dans le domaine de la santé affecte-t-elle votre entreprise? Qu'est-ce qu'on voit arriver là-dedans? Eh bien, pour moi, par exemple, moi, je travaille en journalisme. Même nous, on a de l'IA. On a un bot. On l'appelle Sophie. Elle a un nom comme pas Siri, mais nous, c'est Sophie. Puis elle décide, si vous regardez la page du Globe and Mail, aujourd'hui, tout le monde va regarder c'est quoi les résultats de l'élection. C'est Sophie qui décide où sont placées les histoires, comment longtemps ils restent. Et chaque fois que quelqu'un regarde, elle dit « Oh, ils sont très intéressés à ce papier-là, on va le bouger plus haut, on va rendre plus grand. » Alors, c'est la réalité dans beaucoup de domaines et ça devrait être une réalité dans la santé. On commence à le voir. Quand on va à des urgences, maintenant, on peut voir les temps d'attente. Ça serait mieux qu'il n'y en avait pas, mais maintenant, on peut les voir électroniquement. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus d'interventions comme ça qui sont aidées par l'électronique, par les dossiers. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui et je suis sûr que notre public a beaucoup appris de notre discussion. Mais j'aimerais savoir s'il y a quelque chose que nous n'avons pas abordé qui serait important pour vous, André. Pour moi, la question la plus importante aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de changements qu'on a besoin de faire, mais tout est faisable. Et ça, c'est la clé pour moi. On devrait être très optimiste. Je pense que le public est rendu au fameux tipping point où ils ne vont plus endurer un système avec des attentes interminables, avec pas d'accès électronique, pas d'IA. Les gens veulent vraiment des changements. Alors nous, on devrait insister et je pense que le temps est propice pour le changement. Je me permettrai une dernière question avant de terminer notre entretien. On a vu les élections hier soir qui ont fini très tard. Comment vous pensez que notre nouveau premier ministre va approcher le créneau de la santé dans les prochaines semaines, prochains mois avec son nouveau cabinet? Bien, je pense que ça ne va pas être une priorité. Durant la campagne, on a très peu parlé de santé. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi, c'est est-ce qu'ils vont rapporter le fameux loi C-72 sur l'interopérabilité. Ça, c'est important pour cet auditoire. Et deuxièmement, le Bloc québécois va avoir vraiment beaucoup de pouvoir dans le nouvel gouvernement. La balance du pouvoir. Le Bloc a vraiment insisté que le fédéral doit dépenser beaucoup plus en santé. Alors, si on veut la coopération du Bloc, on va dépenser beaucoup plus en santé. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant, surtout, comme vous avez dit en début d'entretien, la santé au Canada, c'est principalement géré par les provinces. Puis il y a toujours un peu une certaine, compétition, une certaine... Tension. Une tension, c'est peut-être bien dit, de ne pas venir dans ma cour, le fédéral, dans les cours des provinces là-dessus. Je pense que vous l'avez bien dit, puis on le voit beaucoup chez nous, chez TELUS Santé. Ça ne se parle pas beaucoup entre les provinces. C'est quoi un peu la réaction, par exemple, dans les provinces Colombie-Britannique, Ontario, même les provinces de l'Ouest, les Prairies, le fait que le fédéral soit intéressé à en faire plus dans la santé? On connaît un peu le scénario au Québec, c'est très, très sensible comme environnement. Comment vous voyez les autres provinces évoluer là-dedans? Tout le monde a le même discours. Venez pas dans ma cour, mais venez dans ma cour si vous avez de l'argent. Alors, tout tourne autour de l'argent. Le fédéral, pour moi, devrait dépenser plus en santé, mais mettre des conditions. Et c'est ça qui va créer un modèle national, sinon fédéral. Alors, c'est ça l'important. Et
On voit dans le domaine, dans l'environnement politique, il y a beaucoup plus de coopération dans les échanges commerciaux. On devrait le faire en santé aussi. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Vous avez parlé de data interopérabilité, l'interopérabilité du data, la connexion des différents systèmes. On est convaincu, chez nous, chez TELUS Santé, c'est quelque chose de fondamental qui doit être amélioré. Qu'est-ce que vous avez vu dans la dernière année là-dessus avec toutes les rencontres que vous avez faites dans le créneau? Mais on commence à voir du changement. Je pense que cette loi-là a causé sinon des changements réels, au moins des conversations. Alors, je pense que pour moi, l'obstacle encore, ce n'est pas les compagnies, ce n'est pas les individus, c'est un peu l'environnement politique. Les gens ont peur du changement. Mais je pense qu'on est prêt. On est prêt à faire des choses très différemment et j'espère que ça commence avec le digital. Puis, comme j'ai dit dans mon ouverture plus tôt, on a vu dans la dernière année, du côté TELUS Santé, dans les différentes discussions, conversations qu'on a avec les leaders, ça commence beaucoup par le leadership. On se rend compte que la technologie, le niveau de la technologie est là, elle est présente. La technologie, elle fonctionne. Mais c'est culturel, comme vous l'avez mentionné, mais il manque souvent de leadership parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes dans les différents réseaux de santé et tout le monde un peu semble tirer la couverture un petit peu chacun de leur côté. Comment vous voyez ça évoluer là, avec le nouveau gouvernement qui va prendre place à Ottawa? Il y a eu beaucoup d'élections dans les provinces dans la dernière année également. Vous voyez une ouverture à ce niveau-là dans les prochains mois? Moi, je pense qu'il y a une très grande ouverture. Notre nouveau premier ministre, c'est quelqu'un qui est un leader. Il a travaillé dans le public, il a travaillé dans le privé. Je pense qu'il va être un rassembleur dans ce domaine-là. Et j'espère que en santé, ça c'est la question numéro 1 entre les provinces et le fédéral, je pense qu'il va y avoir une ouverture. On commence aussi à avoir des élections où la santé est au premier plan. Au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, ces gouvernements ont été élus sur leur plateforme santé. Il y a vraiment des changements importants, surtout en Nouvelle-Écosse. Pour moi, ça devrait être un modèle. Si le Québec suit la trace de Nouvelle-Écosse, le système va changer très, très profondément. Oui, la Nouvelle-Écosse a vraiment agi comme un vrai leader là-dedans. Et ça a commencé par le premier ministre lui-même. Et on voit, je crois que vous avez raison, on voit dans d'autres provinces le modèle de la Nouvelle-Écosse qui résonne beaucoup. Une tendance y aller, mais on sent qu'il y a beaucoup de nervosité. Il y a beaucoup d'argent dans le système et ça crée toutes sortes de réactions. Mais je crois que la technologie va jouer un jeu de premier plan. Et si on réussit à connecter l'interopérabilité de la donnée, on va voir des grandes améliorations. Peut-être une dernière question. Dans votre travail au Globe and Mail depuis de nombreuses années, vous rencontrez toutes sortes de gens dans le créneau. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans les derniers mois ou pendant la dernière campagne électorale fédérale qui est différent, selon vous, par rapport au secteur? Quelque chose que vous n'avez pas vraiment vu avant? Laissez un peu nos gens commencer la journée sur une note plus positive. Qu'est-ce que vous avez remarqué dernièrement? Moi, je pense que le positif, c'est que tout est faisable. On connaît très bien les solutions. On a de nombreux rapports, de bonnes recommandations, comment changer le système, comment faire la réforme. Et je pense que les gens, les politiciens, les patients, tout le monde entre les deux sont prêts à entreprendre une réforme. Alors, comme vous avez dit, on a besoin juste un peu de leadership pour dire, OK, on est prêt. On n'a pas peur de faire des changements. On a toujours été peur au Canada. On se dit toujours, si on change, on va être comme les États-Unis. Mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui ont des meilleurs systèmes et on peut apprendre d'eux. Mais on doit garder notre culture, on doit garder nos valeurs. Et ça, c'est l'autre partie du débat. Et je pense que à cause des attaques de Trump, on commence vraiment à parler, c'est quoi les valeurs des Canadiens et Canadiennes? Et le Medicare, toute une personne n'est refusée les soins essentiels. Ça, c'est une valeur fondamentale du Canada et une très importante valeur. Et on doit le vivre. Et on ne le vit pas présentement. Vous croyez vraiment que le citoyen, le payeur de taxes, est prêt à ouvrir la porte à certains niveaux de privé dans le système de santé canadien? Le système privé est déjà là. Les gens l'utilisent, les gens votent déjà avec leur portefeuille. Ce que les gens veulent, c'est l'équité. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert.
et je veux que ça soit la même chose pour tout le monde. C'est ça le problème de notre système maintenant, il est inéquitable. Il y a des gens qui doivent payer pour certains traitements dans une province, pas dans l'autre. Les gens veulent juste savoir qu'est-ce qui est couvert, c'est quoi les limites de notre système, et on peut faire beaucoup dans ce cadre. Je pense que vous avez tout à fait raison, parce que je me promène avant toutes les provinces canadiennes. Les gens pensent toutes la même chose. Oui. Qu'on soit basé au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique, ou Nouvelle-Écosse, les gens demandent des meilleurs soins, comprennent très bien que ça coûte cher, sont prêts à payer des taxes pour ça. Ils veulent un service de qualité. Absolument. Ils veulent un vrai système, un système moderne qui n'a pas peur de l'innovation. On doit arrêter d'avoir peur d'innover. Et l'innovation, la technologie est importante, mais l'innovation, c'est surtout de penser différemment. Et c'est ça qui me donne espoir. Je pense que les gens au pouvoir, surtout, commencent à penser différemment. Et on le voit avec un congrès comme ça en ligne. Il y a beaucoup de gens de beaucoup de domaines. Et ça, on a besoin de continuer ce momentum. André, merci beaucoup d'avoir fait part de vos observations ce matin. J'ai trouvé notre discussion très instructive et j'espère que notre public aussi. Je sais que vous aimeriez animer quelques-unes de nos séances tout au long de la conférence. Je vous remercie pour ça. Alors, j'ai bien hâte de vous entendre un peu plus tard dans la journée. Je passe maintenant la parole à notre hôte, Ratcho Bachvarov, pour lancer le reste de la journée. Merci, André. Merci.